Turkish Airlines presents Business Africa. Bienvenue dans Business Africa, je suis Afolake Oyinloye. Les titres. Alors que l'Afrique passe au numérique, l'adaptation du juridique s'impose. Que faire pour obtenir une main-d'œuvre juridique technologique adaptée? Un projet de téléphérique urbain est en préparation au Rwanda. Une fois conçu, il fluidifiera la circulation et facilitera l'accès à l'emploi. Au Kenya, des producteurs transforment les résidus de leurs bananes en divers produits comme des mèches biodégradables, alliant innovation et durabilité. L'Afrique connaît un essor numérique, de la fintech au e-commerce en passant par l'intelligence artificielle. Cependant, le système juridique tarde à se mettre au pas technologique. Dans ce contexte, des voix appellent à une remodélisation des juristes aux pratiques technologiques actuelles en vigueur. Des hubs technologiques de Nairobi au centre financier de Lagos et Johannesburg, la fintech, le commerce électronique et l'IA alimentent une croissance sans précédent en Afrique. Alors que le continent embrase l'innovation numérique, une question clé se pose, la profession juridique suit-elle le mouvement? Autrefois ancré dans les documents papier et les salles d'audience, le droit connaît désormais une évolution remarquable, impulsée par la pénétration d'Internet en Afrique. Une infiltration qui s'élevait à 70% en janvier 2022. Des pays comme le Kenya ont adopté des sciences de tribunal virtuel et le dépôt électronique. Des lois ont été adoptées comme celle de l'Afrique du Sud sur la protection des informations personnelles qui remodèlent la vie privée numérique. Les outils juridiques d'IA ont également impacté le processus. Des rapports ont montré qu'ils réduisent de 70% le temps d'examen des documents. Une évolution complexe dans un monde où le commerce numérique et la cybercriminalité prennent de plus en plus d'ampleur. Le besoin de professionnels du droit compétents en matière de technologie se fait ressentir et devient une urgence. Investir dans les compétences juridiques numériques et le mentorat se présentent comme les solutions idoines pour faire des gains tout en faisant le lien entre le droit traditionnel et les demandes émergentes. Le docteur Tunde Okewale, avocat et fondateur d'Urban Lawyers, est avec nous. Bienvenue. Avec les tendances numériques actuelles, la fintech, l'e-commerce et l'IA, de quelles compétences juridiques appropriées devrons-nous doter nos hommes de droit? La salle d'audience n'est plus le seul lieu d'exercice du droit. Aujourd'hui, un avocat doit savoir manier des contrats numériques et opérer sur des plateformes transfrontalières. L'économie numérique a redéfini les rôles. Désormais, tout professionnel du droit doit être à l'aise dans cet univers. Il faut savoir repérer les risques réglementaires dans le code source d'une start-up, comprendre comment structurer un accord pensé pour le numérique. Plus largement, ceux qui sauront détecter une faille juridique cachée dans un algorithme ou une application auront un avantage. La croissance de l'Afrique dépendra de la capacité de ses talents juridiques et professionnels à évoluer aussi vite que le marché. Quels sont les types de mentorat privilégiés par les institutions juridiques africaines pour favoriser une autonomisation des jeunes talents? Le mentorat en Afrique doit sortir d'une logique de faveur pour devenir une vraie structure. Il faut passer de simples échanges à la construction de compétences. Ce mentorat doit devenir incontournable car c'est lui qui fait le lien entre héritage et leadership. 3 leviers me semblent essentiels. D'abord, favoriser les échanges entre secteurs, des juristes qui apprennent des développeurs, des créateurs qui dialoguent avec des décideurs publics, des entrepreneurs qui s'inspirent d'économistes. Ensuite, encourager le mentorat inversé. Dans un monde de plus en plus numérique, il est crucial que les jeunes forment les plus expérimentés à l'agilité technologique, tandis que ces derniers transmettent leur maîtrise des institutions. Enfin, il faut dépasser la seule notion de progression de carrière. Il s'agit de construire des institutions solides, de résoudre des problèmes publics et de combler les failles systémiques. En Afrique, nous devons former une génération de penseurs systémiques capables de diriger à l'intersection de plusieurs secteurs. Comment investir dans le juridique et le mentorat peuvent-ils profiter aux entreprises et de surcroît à l'Afrique?
On ne peut pas faire croître ce qu'on ne peut pas encadrer et on ne peut pas encadrer ce qu'on ne peut pas comprendre. Qu'il s'agisse d'une start-up fintech ou d'une politique nationale sur les données, tout repose sur une clarté juridique et réglementaire. En investissant dans les talents numériques, notamment ceux dotés d'une culture juridique et politique, on favorise des accords plus sûrs, plus rapides, des politiques plus intelligentes et adaptées à l'avenir, ainsi qu'une confiance accrue des investisseurs et du public. Il ne s'agit pas seulement de former des juristes, mais des décideurs capables de protéger la valeur, d'anticiper les risques et de garantir une croissance éthique. C'est ainsi que l'Afrique pourra non seulement affirmer qu'elle est ouverte aux affaires, mais qu'elle est préparée à les accueillir. Des ONG comme Urban Lawyers travaillent à la transformation juridique numérique de l'Afrique. Quel est votre message à l'endroit des juristes? Mon souhait, c'est qu'Urban Lawyers puisse avoir une présence en Afrique. C'est l'un de mes rêves, un objectif à long terme, développer cette structure associative sur le continent, dans le prolongement de ce que nous faisons au Royaume-Uni. Toute organisation partageant cette vision est la bienvenue dans ce dialogue. Concrètement, les entreprises peuvent co-créer des stages, des cliniques juridiques sur les questions réglementaires. Les cabinets peuvent nouer des partenariats, accueillir des juristes en détachement, produire du contenu ou lancer des programmes de mentorat. Et les jeunes professionnels peuvent former un réseau pour piloter des projets communs et partager les savoirs à travers la diaspora. Docteur Okewale, merci à vous. Merci de m'avoir invité. Direction le Rwanda, Kigali ambitionne de devenir la première ville d'Afrique subsaharienne à posséder un téléphérique. Le projet évalué à 100 millions de dollars est financé par la BAD. L'objectif, réduire les embouteillages ou encore les émissions polluantes. Inspiré de la passe de Singapour, le téléphérique de 5,5 km, estimé à 100 millions de dollars, vise à fluidifier la circulation, réduire les émissions et améliorer l'accès à l'emploi dans les quartiers défavorisés de Kigali. La première phase reliera la gare routière de Nyabugogo au centre-ville, puis le centre des congrès au complexe Sport City, desservant le stade Amauro, la Beka Arena et Zaria Côte. Le projet inclusif prévoit un accès pour les personnes à mobilité réduite, ainsi que des formations pour les femmes, les jeunes et les personnes à faible revenu. Ce projet sera bénéfique pour le Rwanda et nos visiteurs. En zone de montagne, les déplacements sont parfois très difficiles. Par exemple, grimper le mont Karisimbi, le plus haut du pays, est un vrai défi. Cela facilitera les trajets pour les habitants comme pour les touristes. Le chantier devrait débuter fin 2026 pour une mise en service complète en 2028. À terme, le réseau pourrait transporter plus de 50 000 passagers par jour avec des trajets réduits à 15 minutes en parfaite connexion avec les transports en commun de Kigali. Travailler en centre-ville rend les trajets compliqués. On espère que ce téléphérique facilitera nos déplacements et réduira les embouteillages. Bien plus qu'un simple mode de transport, ce projet symbolise la transition de Kigali vers un avenir durable et bas carbone, porté par un partenariat public-privé et pensé comme un modèle pour d'autres villes africaines. C'est une révolution qui gagne les hauts plateaux kenyans. Des mèches faites à base de résidus de bananes sortent de ces petites usines artisanales chaque jour, à la clé de nouvelles sources de revenus pour les habitants et la réduction de la pollution plastique. Ce qui était autrefois considéré comme un déchet agricole est aujourd'hui transformé en quelque chose de beau et rentable. Des extensions capillaires naturelles sont fabriquées à partir de fibres de bananier, alors que depuis des générations, les cultivateurs de bananes récoltaient les fruits et jetaient le reste. Nous avions l'habitude de jeter la tige du bananier. Une fois les fruits récoltés, nous coupions la tige en morceaux et la laissions dans les champs ou la donnions à manger aux vaches. Mais nous avons ensuite découvert que 90% de la plante de banane pouvait être utilisée.
Cette prise de conscience a déclenché une vague d'innovation et un mouvement coopératif. Au sein de la coopérative de producteurs de bananes Wefason, les tiges abandonnées sont désormais récupérées pour leurs fibres résistantes et soyeuses. Celles-ci sont ensuite nettoyées, séchées, filées et teintes afin de produire des tresses écologiques pour des coiffeurs de plus en plus soucieux de l'environnement. Mes clientes disent qu'elles ne ressentent pas de démangeaison avec les tresses en fibres de bananier. Elles ne s'en mêlent pas et sont faciles à tresser. Ces tresses naturelles sont biodégradables, durables, résistent à la chaleur et représentent une alternative durable aux cheveux synthétiques. Ces derniers sont majoritairement fabriqués à partir de plastique et responsables de pollution. Au-delà des bénéfices environnementaux, le projet autour de la fibre de bananier crée des emplois, autonomise les femmes et offre une nouvelle source de revenus aux agriculteurs. Preuve que durabilité et innovation peuvent aller de pair. Voilà qui met fin à cet épisode de Business Africa. Merci de l'avoir regardé. Plus d'informations sur nos différentes plateformes, africanews.com. Business Africa was presented by Turkish Airlines.